sans plus tarder, je vais passer la parole à notre première conférencière. Il s'agit de Geneviève Pagé, qui est professeure agrégée au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Geneviève réalise depuis plusieurs années des projets de recherche sur l'adoption et la parentalité en contexte de protection de la jeunesse. Elle va ce matin vous faire une conférence intitulée « Le placement en famille d'accueil chez les 0-2 ans, quels facteurs prédisent la réunification ou l'adoption ?» Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Geneviève. Alors, bonne conférence, Geneviève. Merci beaucoup, Marie-André. Effectivement, ce matin, je vais vous présenter, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est à partir de résultats de 2 études auxquelles j'ai participé. Mais effectivement, on va se pencher chez les tout-petits. Donc, les 0-2 ans, vous allez voir dans la première étude, 0-5 dans la deuxième, mais tout de même, donc les très jeunes enfants qui sont placés dans différents contextes et puis de voir, en fait, entre autres, effectivement, au niveau de la réunification et de l'adoption, qu'est-ce qui se passe avec ces enfants. Donc, peut-être juste quelques éléments de mise en contexte, en fait, qui sont les enfants qui sont pris en charge par la DPJ au Québec. Si on regarde le dernier bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, on voit qu'au 31 mars 2020, il y avait quand même là, presque 14 000 enfants qui étaient placés dans différents contextes. On voit ici la répartition, donc un peu plus de la moitié étaient placés en famille d'accueil. 25% des enfants en famille d'accueil de proximité, donc auprès de gens connus de l'enfant, donc soit dans la famille élargie ou encore de façon très proche quand même là, des parents d'origine. Et finalement, presque 20% étaient placés donc en milieu institutionnel ou en centre de réadaptation. Sur ce même bilan, on voit aussi qu'il y a 197 enfants qui ont été adoptés durant l'année, donc entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. C'est un petit peu moins par rapport aux années précédentes. Là, si on regarde l'ensemble des bilans sur les 10 dernières années environ, habituellement, c'est en moyenne 275 enfants qui sont adoptés. Donc, ce sera intéressant dans le futur de regarder qu'est-ce qui fait que cette année, il y a eu moins d'enfants adoptés. Mais tout de même, ça donne une idée. Donc, c'est quand même un petit pourcentage des enfants placés là, qui sont adoptés. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la loi sur la protection de la jeunesse, il y a depuis 2007 des délais maximaux d'hébergement. Donc, ça veut dire que selon l'âge de l'enfant, on va déterminer une période de temps maximale pendant laquelle l'enfant est placé. Puis, au terme de ce délai-là, on doit absolument réfléchir à un projet de vie permanent pour l'enfant. Et donc, comme je vous dis, ça varie en fonction de l'âge. Chez les tout-petits, chez les moins de 2 ans, on demande à ce que ce délai maximal-là soit de 12 mois. Donc, après 12 mois de placement, on doit trouver un projet de vie permanent pour l'enfant. Vous avez, pour ceux et celles d'entre vous qui étiez peut-être là dans notre première conférence du colloque d'équipe, il y a Mme Sonia Elie qui est venue présenter des résultats concernant l'évaluation de la loi. Donc, à partir des résultats de cette étude-là, on voit que pour avoir suivi les enfants sur une période de 9 ans, chez les tout-petits toujours, donc moins de 2 ans, ceux qui ont été placés donc avant l'âge de 2 ans, il y a quand même la moitié de ces enfants-là qui sont adoptés quand on regarde leur parcours jusqu'à 9 ans après leur entrée dans les services. Et chez les 2 à 5 ans, ça diminue quand même considérablement à 11% et on n'a aucune adoption pour les enfants de 6 ans et plus. Donc ça, c'est le portrait au Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis questionnée, ou en tout cas, on s'intéresse plus particulièrement aux très jeunes enfants parce que l'adoption semble être quand même un projet de vie assez souvent privilégié pour ces enfants-là. Donc, ça devient intéressant de regarder un petit peu quels sont les facteurs qui font en sorte que ces enfants-là sont orientés vers un projet d'adoption. Donc, je vous présente des résultats par rapport à une première étude qui a été que j'ai fait avec Sonia Elie, justement, à partir de données administratives. Et on a pris donc des enfants qui sont entrés dans le système entre 0 et 2 ans. Puis, en fonction de 4 types de familles d'accueil ou en tout cas de 4 types de placements. Donc, des enfants qui
peuvent avoir été placés en famille d'accueil régulière, donc les familles d'accueil qu'on connaît habituellement, là, celles qui postulent au centre jeunesse pour devenir des familles d'accueil. Les familles d'accueil de proximité, comme je disais tout à l'heure, ce sont des gens qui sont à l'intérieur de l'entourage de l'enfant. Et les familles d'accueil banque mixte, donc ce sont les familles d'accueil qui ont une volonté d'adoption et donc qui acceptent d'accueillir un enfant qu'on a jugé à haut risque d'abandon et qui vont s'engager à l'adopter au moment où il devient admissible à l'adoption. Puis il y avait une toute petite partie de ces enfants-là, malgré le fait qu'ils soient très, très jeunes, qui pouvaient être placés en centre de réadaptation, mais généralement, ils étaient placés avec leur mère en centre mère-enfant, par exemple. Donc, on a regardé, l'objectif de cette première étude-là, c'était d'identifier justement les facteurs qui permettaient de prédire deux types de permanence, donc soit la réunification ou l'adoption. On avait un échantillon de 371 enfants, comme je vous disais, qui étaient âgés entre 0 et 2 ans au moment où ils ont commencé à recevoir des services de la protection de la jeunesse. C'est un échantillon qui a été sélectionné qui est rentré dans les services entre 2008 et 2012 et pour lesquels il y avait au moins 30 jours de placement consécutif là, avant l'âge de 2 ans. Puis, on les a observés jusqu'en 2016. Donc, ça veut dire que les enfants rentrés en 2008, on a pu les observer pendant 8 ans et ceux qui sont rentrés en 2012, on les observait jusqu'à 4 ans après leur entrée dans les services. On a fait des analyses de régression de Cox. En fait, ça permet tout simplement là, de prédire, de voir des facteurs qui permettent de prédire la réunification ou l'adoption, même si l'événement ne s'est pas produit encore. Puis on a regardé différentes variables, comme vous pouvez voir ici, donc les caractéristiques de l'enfant, l'âge de la mère à la naissance, les motifs d'intervention de la DPJ, donc est-ce que c'était pour négligence, abus physique, abus sexuel. On a regardé aussi qui était le signalant, donc qui était la personne qui a signalé à la DPJ, le nombre de visites supervisées avec les parents, puis certains indicateurs de stabilité, donc le nombre de milieux de vie différents que l'enfant a fait, son nombre de déplacements, le nombre de fois aussi où on a tenté des réunifications qui n'ont pas fonctionné. Puis, évidemment, les différents types de placements, donc famille d'accueil de proximité, famille d'accueil banque mixte et centre de réadaptation. De façon descriptive, donc vous voyez ici, en fait, en fonction justement des différents milieux de placement, donc le sexe de l'enfant, on voit qu'il n'y a quand même pas nécessairement de différence significative en fonction du milieu de placement. Donc, quand même relativement, ça se répartit relativement également entre les deux sexes. On a regardé aussi au niveau de l'origine ethnique. On a quand même une majorité ici d'enfants qui sont d'origine caucasienne, qui sont placés même dans les différents types de placements. Donc ici non plus, pas de différence significative là, au plan statistique. Et on a regardé aussi, donc, comme je vous disais, l'âge de l'enfant dans un premier temps et l'âge de la mère aussi à la naissance. Ce qui est intéressant de faire ressortir ici, c'est que les enfants qui sont placés, dont le premier placement en fait est en famille d'accueil banque mixte, ce sont les plus jeunes, donc ils sont âgés de 1 à 2 mois au moment du placement. Alors que l'âge de la mère, c'est les mères qui sont les plus âgées dans la cohorte. Donc, des mères qui ont tout près de 30 ans au moment de la naissance de l'enfant. Ici, il y a peut-être une hypothèse à formuler, c'est-à-dire qu'on peut penser que si ce sont des mères un petit peu plus âgées, quoique pas très âgées évidemment, mais c'est peut-être parce que ce n'est pas leur premier enfant nécessairement qui a été placé en banque mixte. Donc, ça rejoint un petit peu cette idée que si elle a eu d'autres enfants avant, puis que ces enfants-là ont déjà été placés ou adoptés, bien, les enfants subséquents qui arrivent peuvent être placés donc plus rapidement auprès d'une famille banque mixte. Ensuite, on a regardé les motifs d'intervention de la DPJ. On voit là aussi sans surprise que dans la majorité des types de placements, c'est le risque de négligence qui est le motif le plus souvent évoqué. Là non plus, on n'avait pas de différence significative entre les types de placements. Et on a regardé, comme je vous disais, qui était le signalant. Donc ici, ce qu'on voit ressortir clairement, c'est le fait que pour les enfants qui sont placés en famille d'accueil banque mixte, à forte majorité, ils ont été signalés par l'hôpital. Donc,
On peut penser encore une fois que ce sont de très jeunes enfants où il y avait peut-être une fratrie déjà connue, il y avait peut-être une alerte aussi de bébé à naître, donc c'est-à-dire que la mère, elle est connue des services de protection de la jeunesse. Et c'est lorsque l'hôpital fait le signalement que le bébé est né qu'à ce moment-là, l'enfant est retiré, puis sera placé dans une famille d'accueil banque mixte. Maintenant, je vais vous présenter les modèles donc, qui nous ont permis de regarder un petit peu parmi ces différentes caractéristiques-là, qu'est-ce qui nous permet quels sont les facteurs en fait qui semblent jouer dans la prédiction de la réunification dans un premier temps, puis je vais vous présenter ensuite par rapport à l'adoption. Je ne rentrerai pas évidemment dans les détails statistiques, mais tout simplement pour vous mentionner qu'on a regardé les variables en fait en 3 blocs. Et ici, je vous présente uniquement les variables qui sont significatives dans le modèle. Donc, dans un premier temps, au niveau de la réunification, on voit que la probabilité de réunification diminue si le signalement a été fait par le milieu hospitalier. Dans un deuxième temps, on voit aussi que la probabilité de réunification diminue quand l'enfant a connu plusieurs milieux de vie, donc a été placé plusieurs fois. Et finalement, par rapport au type de famille d'accueil, donc si l'enfant a été placé dans une famille d'accueil de proximité, la probabilité de réunification diminue. La même chose lorsque l'enfant est placé dans une famille d'accueil banque mixte, sa probabilité de réunification diminue également. Au niveau de l'adoption, on a repris les mêmes caractéristiques. Donc, dans ce cas-ci, dans notre premier bloc, c'est l'âge de l'enfant au moment du premier placement qui est sortie significative. Donc, en fait, plus l'enfant est âgé et plus sa probabilité d'adoption va diminuer. Et là, je vous rappelle qu'on est juste dans les enfants âgés entre 0 et 2 ans. Donc, même chez les tout-petits, s'ils sont plus proches du 2 ans, il y a moins de chances qu'ils soient adoptés que s'ils sont bébés. Il y a aussi le nombre de visites supervisées. Donc, plus il y avait de visites supervisées avec les parents et plus la probabilité d'adoption diminue également. Au niveau de notre deuxième bloc, c'était les facteurs sur la stabilité là, des placements. Donc, c'est le nombre de bris de réunification qui fait en sorte que, donc, plus il y a de bris de réunification, c'est-à-dire plus on a tenté plusieurs fois de réunifier l'enfant et que ça n'a pas fonctionné, plus la probabilité d'adoption diminue. Et ici aussi, en fait, non, je viens de me rendre compte que j'ai une erreur sur mon tableau parce que la probabilité d'adoption va diminuer chez les enfants qui sont placés en famille d'accueil de proximité, mais elle augmente. Vous voyez, le chiffre est en haut de 1, donc le chiffre est à 2,3, donc ça veut dire que ça augmente la probabilité que lorsqu'on est placé en banque mixte, qu'on soit adopté, ce qui n'est évidemment pas surprenant étant donné la vocation de ces familles d'accueil. Fait que si on récapitule juste par rapport à la première étude, ça veut dire que pour ces enfants de 0 à 2 ans, la réunification est donc moins probable s'ils sont signalés par le milieu hospitalier, s'ils ont connu un plus grand nombre de milieux de vie différents et s'ils sont placés soit en famille d'accueil de proximité ou en famille d'accueil banque mixte. Et la probabilité d'adoption va aussi être, en fait, l'adoption va être moins probable si les enfants sont plus âgés au moment de leur premier placement, s'ils ont connu davantage de visites supervisées avec les parents, s'ils ont aussi connu davantage de bris de réunification, puis s'ils sont placés en famille d'accueil de proximité, alors que les chances vont augmenter, ou en tout cas la probabilité va être plus grande s'ils sont placés en banque mixte. Donc ça fait le tour pour ma première étude. Ensuite, une deuxième étude, cette fois-ci qualitative, qui a été faite qui a été dirigée par Doris Châteauneuf et aussi en collaboration avec Marie-André Poirier, dans laquelle on voulait comprendre, en fait, cette fois-ci, le processus décisionnel des intervenants qui sont en protection de la jeunesse lorsqu'ils ont à faire le choix d'un type de famille d'accueil pour placer un enfant entre 0 et 5 ans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir d'aller plus vers une famille d'accueil de proximité, une famille d'accueil régulière ou encore une banque mixte. Donc, on a interrogé 39 intervenants dans 3 régions différentes au Québec. Et pendant l'entrevue, on leur demandait de raconter un cas. Donc, c'est juste une partie là, des résultats que je vous présente ici, mais on leur demandait de raconter un cas où la décision a été facile selon eux
et aussi, à l'inverse, un cas où, selon eux, la décision était difficile à prendre par rapport au choix d'un type de famille d'accueil. Évidemment, on a fait de l'analyse de contenu par rapport à ces données-là. Donc, ici, les principaux constats, je vais vous les présenter selon que les cas ont été jugés faciles ou difficiles, puis quel est le type de facteur, en fait, que les intervenants ont fait ressortir. Si on regarde les cas faciles, bon, bien qu'on avait 39 intervenants, ce n'est pas dans toutes les entrevues là, que une situation de cas était présentée. Donc, ici, c'est sur 33 intervenants en tout. Mais on voit que la plupart des intervenants nous ont parlé de placement en famille d'accueil de proximité pour nous parler de cas qu'ils avaient trouvés faciles. Et les principaux facteurs qu'ils ont évoqués, en fait, changent en fonction du type de famille d'accueil. Donc, quand c'était, pour donner un exemple de famille d'accueil de proximité, les facteurs qui faisaient ressortir étaient principalement en lien soit avec des caractéristiques de l'enfant, de ses parents d'origine ou encore du milieu d'accueil. Donc, c'était le fait que l'enfant connaissait déjà la famille, ça rendait la chose plus facile, le fait que l'enfant ait une réaction positive au placement, le fait qu'il ne présentait pas de comportement difficile. Chez le parent, c'était le fait évidemment que le parent était en accord avec le placement. Aussi que la famille d'accueil est en mesure de répondre aux besoins de l'enfant. Et évidemment, la notion de collaboration aussi entre la famille d'accueil de proximité et la DPJ est ressortie comme étant un facteur facilitant. Et puis le fait que la famille d'accueil était aussi soutenue par son entourage. Du côté des familles d'accueil régulières, c'est surtout des éléments par rapport au travail des intervenants qui sont ressortis comme étant des facteurs facilitants. Donc, le fait que l'intervenant connaissait bien le dossier, était capable donc de faire peut-être un meilleur jumelage à ce moment-là parce qu'il connaissait bien les caractéristiques de l'enfant et de la famille. Évidemment, quand les parents sont en faveur du placement, c'était aussi plus facile. Et quand les différents intervenants qui ont à travailler dans ce dossier, donc étaient en accord, donc ils réussissaient à avoir une bonne collaboration, ce sont des cas qui étaient considérés comme étant plus faciles dans les familles d'accueil. Finalement, les facteurs qui ressortaient par rapport aux cas en famille d'accueil banque mixte étaient aussi axés en fait beaucoup sur le travail de collaboration entre les intervenants, c'est-à-dire que ce sont des situations habituellement où il y a beaucoup d'intervenants impliqués, où il y a des comités d'intervenants en fait qui se mettent en place pour prendre la décision. Donc, cette idée que tout le monde s'entend sur la décision, sur l'orientation à prendre, étaient vraiment des facteurs qui ressortaient comme étant facilitants pour ce type de placement. Puis, finalement, il ressortait aussi les limites des parents d'origine. Donc, le fait que ce soit des situations où les parents étaient désengagés, où les parents avaient des difficultés importantes puis qu'il n'y avait pas d'amélioration, c'était considéré comme des facteurs qui facilitaient donc la décision de placer ces enfants-là en famille d'accueil banque mixte. Concernant les cas qui étaient jugés plus difficiles maintenant, donc on voit qu'ici, ce sont surtout des cas en famille d'accueil que les intervenants ont raconté pour parler de décisions difficiles à prendre ou en tout cas de processus qui étaient plus difficiles. Encore une fois, les principaux facteurs, donc en fonction des types de familles d'accueil, quand les intervenants ont parlé de situations difficiles dans les cas de familles d'accueil de proximité, les facteurs étaient surtout axés sur la non-collaboration entre les différents acteurs, donc soit entre les parents d'origine et les parents d'accueil, ou encore, c'est-à-dire donc qu'il y avait des conflits entre les deux, que l'enfant se retrouvait en situation de conflit de loyauté, ou encore des facteurs, des situations où c'est les intervenants psychosociaux et les intervenants juridiques qui ne s'entendaient pas. Donc, des intervenants qui ont dit, j'ai tenté en fait de faire valoir que c'était peut-être pas le meilleur placement pour cet enfant-là, mais le juge n'était pas d'accord avec moi ou les avocats n'étaient pas d'accord avec moi. Donc, à ce moment-là, ça devenait des placements en famille d'accueil de proximité, mais qui étaient jugés comme étant plus difficiles ou en tout cas qui fonctionnaient moins bien. Le manque de preuves aussi pour justement invalider le placement en famille d'accueil de proximité a été soulevé aussi par les intervenants. Du côté des facteurs, en fait, qui rendaient le placement en famille d'accueil difficile, donc ce sont à la fois des facteurs qui étaient axés sur les caractéristiques de l'enfant, donc des enfants plus difficiles, des comportements plus difficiles,
Le fait aussi que ça engendrait beaucoup de changements dans les milieux de placement, beaucoup d'instabilité. Donc ça, les intervenants considéraient ça difficile. Ils ont aussi nommé les contraintes administratives, le manque de ressources en fait, le manque de familles d'accueil disponibles, faisant en sorte que le choix était pas nécessairement toujours un choix en fait, qui plaçait l'enfant là où il pouvait, et donc ça faisait en sorte que c'était pas toujours des bons placements. Puis le manque de collaboration aussi des familles d'accueil avec la DPJ a été mentionné comme étant des facteurs qui, selon eux, rendaient les cas difficiles. Finalement, au niveau des familles d'accueil banque mixte, des exemples de familles d'accueil banque mixte où ils ont dit que c'était plus difficile, les facteurs ressortis sont surtout axés sur le jumelage inadéquat, donc le fait que l'enfant ne correspondait peut-être pas aux attentes du parent et vice-versa. Donc là, ça rendait le jumelage difficile. Et la non-collaboration ici aussi entre les acteurs. Donc, encore une fois, beaucoup entre le juridique et le psychosocial quand on ne s'entend pas sur le fait que cliniquement, les intervenants croient que l'adoption est le mieux pour cet enfant-là, donc veulent l'envoyer dans une famille d'accueil banque mixte, mais que le juge n'est pas d'accord, les avocats ne sont pas d'accord. Donc là, ça crée des tensions et ça fait en sorte qu'ils trouvent ces cas-là plus difficiles. Donc, les quelques résultats que je vous ai présentés de ces deux études m'amenaient différentes pistes de réflexion. Dans un premier temps, en fait, ce qu'on se rend compte, donc, c'est que quand les jeunes enfants sont placés en famille d'accueil de proximité, ils semblent être moins susceptibles d'être réunifiés, selon la première étude, et aussi moins susceptibles d'être adoptés. Donc, c'est quoi leur optique de permanence dans ce contexte? Qu'est-ce qui arrive avec ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont, par exemple, placés dans la famille jusqu'à majorité ou en tout cas à long terme sans nécessairement qu'il y ait plus là, de réflexion autour d'un projet de permanence? Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine, en fait, de se questionner. L'autre piste de réflexion, plus par rapport à la deuxième étude dans ce cas-ci, mais donc les éléments qui semblent faciliter les placements en famille d'accueil de proximité, ceux qui sont ressortis du moins étaient beaucoup plus en lien avec l'enfant, les parents, le milieu d'accueil. À l'opposé, les facteurs qui font que ça devient des décisions difficiles, c'est quand il y a surtout des tensions entre les intervenants psychosociaux et le monde juridique. Donc, cette idée d'avoir à démontrer que si ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'être placé en famille d'accueil de proximité, ça semble être plus difficile parce qu'on a beaucoup entendu dans cette étude-là, dans le discours des intervenants, que je dois privilégier la famille d'accueil de proximité. Je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille d'abord avec ça. Donc, c'est comme si ça devient plus difficile quand ils jugent que ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour l'enfant, mais ça devient difficile de faire la preuve de ça. Et finalement, tant les données administratives de la première étude que les propos des intervenants dans la deuxième montrent quand même que l'adoption est vraiment privilégiée au Québec pour les très, très jeunes enfants. Donc, même chez les 0-2 ans, ça reste encore les plus jeunes qui sont plus susceptibles d'être orientés vers un projet d'adoption. On peut se demander pourquoi, parce que c'est une situation qui semble être propre au Québec, c'est-à-dire que le fait que, comme je vous présentais au tout début, pour des enfants plus âgés, déjà à partir de l'âge de 6 ans, on ne considère plus les projets d'adoption pour ces enfants-là, alors qu'on n'a qu'à regarder nos voisins de l'Ontario, par exemple, et l'adoption va être privilégiée à tout âge, c'est-à-dire que autant pour les enfants d'âge scolaire, les adolescents, ça reste un projet de vie envisagé pour ces enfants-là aussi, dans la mesure où ce sont des enfants, évidemment, qui ne peuvent pas retourner chez eux. Donc, pourquoi au Québec, nous, on n'a pas cette vision de dire qu'on pourrait privilégier l'adoption aussi pour les enfants plus âgés? Je n'ai pas nécessairement de réponse à cette question. Peut-être que dans les discussions, on pourra apporter certains éléments. Mais c'est sûr que sur le terrain, on dit beaucoup que c'est parce que les gens ne sont pas nécessairement intéressés à adopter des enfants plus âgés. Ce qui peut être vrai dans la mesure où, effectivement, l'adoption d'enfants plus âgés comporte des défis qui sont particuliers. Mais en même temps, est-ce que peut-être il y a un travail qu'on peut faire aussi pour mettre de l'avant ou valoriser davantage ce type d'adoption-là
pour le bien de certains enfants qui pourraient en avoir besoin. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup, puis je vais attendre vos questions avec plaisir. Donc, nous voici à la deuxième présentation. Cette fois-ci, nous allons accueillir Karine Tremblay. Karine va nous faire une présentation tirée des résultats de son mémoire de maîtrise. Et Karine est actuellement là, étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, vous voyez ici sa biographie. Elle va ce matin nous entretenir sur le trauma de filiation quand la danse parentale devient trop souffrante. Donc, c'est à partir, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, là, des résultats de son mémoire de maîtrise. Alors, Karine, je te laisse la parole. Bien, bonjour tout le monde. Je voulais justement débuter avec des statistiques là, avant de me lancer dans le vif du sujet, mais Geneviève l'a déjà bien présenté. Donc, on va partir du principe qu'on parle d'enfants qui sont dans les 197 adoptions qui peuvent avoir eu lieu, mais bien sûr dans les années précédentes. Donc, voilà. Mais on se demande en fait qui sont ces enfants qui sont adoptés en banque mixte. On sait que c'est des enfants qui peuvent être victimes de négligence et de maltraitance de la part de leurs parents d'origine. Et on met souvent l'emphase sur les divers problèmes au niveau de l'attachement. Par contre, on sait que c'est des enfants qui ont beaucoup d'autres difficultés, comme des difficultés relationnelles, des difficultés de gestion des émotions, de gestion des comportements, des problèmes d'apprentissage. Donc, ces difficultés-là vont toucher différentes sphères de fonctionnement de l'enfant. C'est pourquoi on va plutôt utiliser le concept du trauma complexe pour mieux décrire l'expérience de l'enfant. Et ce concept-là décrit à la fois l'expérience traumatique de l'enfant avec ses parents d'origine, mais aussi les effets de ces traumas-là sur lui et sur son développement. Donc, on a ici les 9 sphères de développement de l'enfant qui sont affectées par le trauma complexe. On sait que les enfants en banque mixte, à cause de leur vécu d'adversité, sont plus à risque de développer un trauma complexe. Mais sachez que tous n'en développent pas un, heureusement. Et sachez aussi que les enfants qui sont placés en banque mixte ne sont pas tous comme ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous présenter des situations qui sont très difficiles. Et ce sont des enfants qui portent un bagage qui est déjà très lourd. Donc, j'ai voulu savoir au départ, qu'est-ce qu'il y en est pour les adultes qui accueillent ces enfants-là? Qu'arrive-t-il à des parents qui sont quotidiennement aux prises avec des comportements difficiles? Est-ce qu'ils peuvent devenir traumatisés eux-mêmes, finalement? Et si oui, comment est-ce qu'on appelle le traumatisme de ces parents qui s'occupent d'enfants traumatisés? Alors, dans la recension des écrits, ce qui est sorti, c'est le trauma secondaire. Alors, ma question de recherche était la suivante. Quelle est l'expérience du trauma secondaire des parents adoptifs banque mixte qui adoptent un enfant présentant les symptômes du trauma complexe? Et pour y répondre, j'ai fait une recherche qualitative exploratoire. Mais d'où vient le trauma secondaire? On sait que Figley, le premier, s'est intéressé à l'impact du retour dans leur famille des vétérans de la guerre du Vietnam qui avaient été traumatisés par leur expérience. Et lui a découvert que le nombre réel de victimes de traumatisme était beaucoup plus grand que celui qui était connu parce qu'en plus des victimes directes, il y a toutes les victimes indirectes. Alors lui, il a dit que prendre soin d'une personne traumatisée peut épuiser émotivement. Et à cause de la proximité affective avec la victime, les membres de la famille peuvent aussi devenir des victimes. Par la suite, il s'est intéressé plus aux intervenants qui aidaient les victimes directes et qui souffraient d'entendre ces histoires traumatiques quotidiennement. Il y a plusieurs concepts qui sont sortis par la suite, comme la fatigue de compassion, le trauma vicariant, le trouble de stress post-traumatique secondaire. C'est tous des concepts qui sont utilisés pour parler de l'expérience des intervenants avec des personnes traumatisées. Mais il y a très peu de littérature qui parle de la réalité spécifique des parents adoptifs ou même des parents de famille d'accueil. Et pour moi, il y avait une distinction qui était très importante entre le fait que pour les intervenants, il y a une séparation entre le milieu de travail et le milieu de vie. Donc, ils ont un lieu de sécurité, ce qui n'est pas le cas pour les parents adoptifs qui, eux, partagent leur milieu de vie, leur famille et n'ont pas de lieu de sécurité pour refaire le plein. Donc, pour faire le recrutement, j'ai approché 4 groupes qui œuvrent dans le domaine de l'adoption. L'Association Emmanuel, Pétale Québec, l'APAC,
qui est l'Association des parents pour l'adoption québécoise, et la FPAC, qui est la Fédération des parents adoptants du Québec. Et je leur ai demandé si dans leur membership, il y avait des parents qui vivaient des grandes difficultés avec leurs enfants, qui, eux, auraient eu des grands problèmes de comportement. Et c'est important pour moi que l'enfant soit là au moins depuis 18 mois et qu'il ait moins de 18 ans. Mais comme il n'y a pas de diagnostic précis pour le trauma complexe, j'ai choisi l'angle des comportements difficiles parce que c'est le plus facile à reconnaître pour les parents. Alors, je leur ai demandé, est-ce que votre enfant a des comportements difficiles, des conduites impulsives, des troubles de comportement, des difficultés dans le fonctionnement social et affectif qui nuisent à ses relations, une grande méfiance envers autrui ou une absence de frontières, un refus d'engagement dans des échanges mutuels, des problèmes d'alimentation et de sommeil, de cauchemars, des phobies. Comme aussi, il n'y a pas de diagnostic pour le trauma secondaire, j'ai pris les symptômes pour trouver des parents qui rapportaient les vivre. Alors, je leur ai demandé, est-ce que vous vous sentez régulièrement épuisé, en colère, hypervigilant, cynique, anxieux, triste, coupable, apeuré, irritable, en deuil prolongé, ou vous avez une perte d'espoir, des problèmes de sommeil, vous évitez des situations qui vous semblent difficiles, vous avez des problèmes de santé nouveaux, comme des maux de tête, des maux de dos, des maux d'estomac, vous avez un sentiment d'isolement social. Alors, les participantes ont donc été choisies à la lumière de leur propre évaluation du fait que leur enfant avait des comportements difficiles et que ceux-ci engendraient des difficultés qui se répercutaient sur leur propre santé physique, mentale et affective, sur leur lien avec leur réseau et sur l'instauration de la relation parentale avec eux. Donc, mon échantillon. Pour les parents, on a une majorité de femmes, donc à cause de ça, je vais plutôt utiliser le terme participante pour parler des parents de la recherche. La majorité sont en couple, la majorité ont 2 enfants et plus, la majorité aussi a un diplôme universitaire et la moyenne d'âge est environ 50 ans. Pour les enfants, c'est une majorité de garçons qui proviennent de familles avec des enfants adoptés localement, en banque mixte ou interprovinciale, à l'international ou avec des enfants biologiques. À l'arrivée, ils avaient environ 2 ans, soit entre 0 et 4 ans, et au moment de l'entretien, avaient environ 13 ans, entre 7 et 18 ans. Donc, j'ai demandé aux parents, parlez-moi des comportements difficiles. Les participantes m'ont dit, c'est des enfants qui sont très demandants, qui peuvent faire des crises régulières et très longues, d'une durée qui peut aller jusqu'à 3 heures par jour. Des enfants qui peuvent avoir des problèmes d'automutilation, des troubles du sommeil. Au niveau de l'opposition, elles m'ont dit, c'est des enfants qui vont tester le lien parental tout le temps, qui peuvent harceler. Il y en a une qui me disait, par exemple, l'enfant peut uriner volontairement ailleurs que dans la toilette. Au niveau des troubles alimentaires, ça peut être un enfant qui fait du pica, qu'on dit, donc qui mange n'importe quoi. Par exemple, la mousse de couette ou des cadres de fenêtre. Ou bien ça peut être un enfant qui mange en très grande quantité ou à l'insu de son parent, etc. Les enfants ont des difficultés relationnelles avec la famille, avec les amis, à la garderie, à l'école, dans les activités parascolaires, en centre d'accueil, avec les intervenants. Donc, vous pouvez voir que c'est dans toutes les sphères de leur vie que les difficultés relationnelles sont présentes. Ils peuvent aussi présenter des comportements dangereux, comme la prise de drogue. Ils peuvent faire des vols, des fugues, avoir des idées suicidaires. Les participantes ont surtout parlé aussi de la violence inouïe de leurs enfants. Donc, les enfants pouvaient cracher, mordre, détruire des pièces dans la maison, frapper les animaux, frapper les humains avec des objets, des coups de poing, des coups de pied, des coups de tête. Et les enfants aussi pouvaient avoir des diagnostics divers. J'ai une diapo là, pour ceux qui pourraient être intéressés là, à la fin là, pour les donner un peu plus précisément. Donc, vous imaginez bien que ces enfants ont besoin de services. Mais comme il y a peu de services au public, que les délais sont trop longs, que les durées de service sont trop courtes face à l'ampleur des difficultés des familles, bien, les parents doivent aller chercher les services dans le privé, autant pour eux que pour leurs enfants. Que ce soit le psychologue, le neuropsychologue, l'orthophoniste, la tutrice scolaire, c'est tous des services qui sont quand même assez coûteux. Donc, vous imaginez comment rapidement la facture peut monter pour avoir de l'aide pour un enfant parce que c'est pas juste dans une sphère qu'il y a besoin. Donc, souvent, ça peut être à la fois le psychologue et la tutrice scolaire. Ça accumule rapidement une facture. Les rendez-vous prennent un temps considérable dans l'horaire des parents parce qu'ils peuvent avoir justement à répéter avec un et répéter avec l'autre. Donc, toujours parler du cas de leur enfant, ça amène des répétitions qui prennent beaucoup de temps dans leur horaire.
Et ça a même aussi un impact sur leur capacité à faire leur travail. Par exemple, il y en a certaines qui ont dit, souvent l'école m'appelle, il faut que j'aille chercher mon enfant. Donc là, le parent a de la difficulté à pouvoir lui-même réaliser son travail. Et quand l'enfant se désorganise, ben là, les participants disaient, moi, je ne peux plus rien faire. Je dois arrêter ce que je suis en train de faire pour pouvoir intervenir. Alors, quand la crise dure des heures, ben, les repas, ils ne se font pas, les devoirs n'avancent pas, les tâches non plus. Donc, ça vous permet de voir qu'à un moment donné, les débordements prennent une place considérable dans l'organisation de la famille. Le réseau aussi va s'éloigner parce que la situation est trop difficile trop longtemps, comme m'a dit une des participantes. Ça amène aussi des conflits dans le couple, sur l'éducation, sur les bonnes interventions à faire. Il y en a même qui en viennent à se séparer. Ça amène aussi des difficultés avec la fratrie. Il y en a une, par exemple, qui m'a dit, pour moi, ma fille me dit toujours que pour elle, son frère, c'est pas son frère. Donc, ça amène déjà des gros conflits avec les parents et l'enfant qui a été adopté. Et des conflits aussi avec la famille élargie. C'est quoi un trauma? Dans le fond, c'est que la personne est submergée par une situation qui dépasse ses capacités d'adaptation. Elle ne trouve pas en elle les ressources pour y faire face, la tolérer, l'éviter ou la surmonter. Elle a peur pour son intégrité physique ou psychologique et la situation lui semble sans issue. Elle a une absence complète de contrôle face à cette situation-là et la dérégulation prend toute la place. Maintenant, secondaire, c'est parce que le parent calque sans le vouloir les émotions intenses de son enfant et se laisse envahir. Le sans le vouloir est très important parce que ça se passe de façon inconsciente. Le parent devient envahi par ces émotions-là. Et il y a beaucoup d'émotions qui sont très fortes, qui ressemblent à rien de ce qu'il a connu. Donc, quand le parent vit ça, c'est sûr qu'il va avoir de la difficulté à aider son enfant par une co-régulation parce qu'il est lui-même dérégulé. Mais parlons-en de ces émotions. Donc, j'ai tenté de faire un tableau qui résumait les principales émotions dont elles ont parlé, mais il y en a beaucoup plus. Je vous laisse entendre ici une des participantes. C'est frustré, là. Voyons, je vous donne tout ce que j'ai. Je suis allée comme puiser dans tout ce que j'avais, puis j'avais l'impression de donner le meilleur. J'avais plus rien pour moi, j'avais plus rien pour mon conjoint, j'avais plus rien pour moi. Tout allait aux filles. Puis, c'était pas encore assez. Tu sais, comme des puits sans fond. À un moment donné, j'ai dit, je suis vraiment pas la bonne personne. Visiblement, il me manque quelque chose. Il y a quelque chose que je fais pas correct, ce sera jamais assez. Donc, la mère exprime ici combien cette parentalité est exigeante. Elle sent qu'il lui manque quelque chose pour réussir à être une bonne mère pour ses filles. Elle se sent désabusée, submergée, pas équipée pour faire face à tous ces enjeux, ce qui l'amène au profond sentiment d'impuissance. Donc, vous avez vu ici dans le tableau, il y en a vraiment plusieurs. Impuissance, tristesse, abandon, solitude, perte d'espoir, culpabilité, sentiment d'échec, incompétence, désabusement, submergé. Donc, il y en a une qui me disait, ça dépasse l'entendement. Le sentiment de disparaître, de ne plus se retrouver soi-même. Et le mal à aimer sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Au niveau de la santé physique, les impacts sur les parents, bien, vous voyez ici, il y a quand même une liste assez importante, mais je veux attirer votre attention surtout sur l'épuisement. Les parents ont vraiment dit être épuisés constamment. Et ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que ces problèmes sont apparus suite à l'arrivée de l'enfant dans leur famille, ou s'ils étaient présents et se sont vraiment aggravés depuis l'arrivée de l'enfant dans la maison. C'est la même chose pour la santé mentale. J'attire particulièrement votre attention sur l'impact le plus important au niveau de la santé mentale. J'ai demandé aux participantes, est-ce que tu pourrais m'évaluer sur 10 ton niveau de stress et d'hypervigilance? Et même si ces réponses sont subjectives, elles ont répondu que leur niveau de stress était entre 8 et 14 sur 10. Donc, on voit quand même comment c'est un niveau de stress intense. Un des constats importants de ma recherche est que les parents rapportent vivre un degré élevé de violence psychologique ou physique de la part de leurs enfants, envers les objets, les animaux, les autres enfants, la fratrie, les parents. Et la moitié des parents rencontrés ont été dans l'obligation de placer leur enfant pour une période indéterminée à cause de la gravité de la situation. Il y en a un dont je vais vous faire entendre un extrait qui raconte que son fils a détruit 3 fois des pièces entières de la maison, 2 fois la salle de bain, en arrachant les tuyaux de plomberie. Alors, l'eau vole partout, le miroir est pulvérisé, les murs sont complètement défoncés bord en bord.
Donc, il vous raconte ici une des crises de son fils. 2 semaines après, il est arrivé à la maison, début février 2018. Et pour une binerie, n'importe quoi, je lui ai demandé de répéter. Puis là, nouvelle crise. Il descend en bas, puis il commence. Bang, bang, d'un mur. Puis il démolit sa chambre cette fois-là. Alors le gyps, les panneaux de gyps arrachés à 4-5 endroits, des gros trous là, qui font à peu près 2-3 pieds. Son bureau, son lit démoli. Les blocs Lego, il y en avait à peu près 1000. Ils ont été distribués partout. Puis il y avait une planche dans les mains. Puis quand sa mère s'est présentée pour dire « ben ça suffit », il voulait la frapper en disant « je vais te tuer ». La deuxième que je vais vous faire entendre ici a eu une commotion cérébrale suite au fait que son fils l'a frappé avec un masque de plongée. Et elle raconte ici comment elle se sent face à la violence de son enfant. Mais la violence physique, non. Ça dépasse qu'est-ce que tu es capable d'accepter. Tu sais, tu vis quelque temps, puis tu dis « Ah, ça va passer, c'est mon enfant, c'est pas un monstre. » Puis il faut qu'on continue. Mais c'est pas une vie. Tu peux pas vivre avec un enfant violent de même tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, si ça avait été mon conjoint, je l'aurais sacré dehors avant. J'aurais sacré dehors, ça aurait pas pris de temps. Puis à ton enfant, tu peux pas faire ça, tu sais. Mais c'est quand même inacceptable. Donc, on voit ici que la participante fait une nette distinction entre la violence vécue de la part d'un conjoint versus celle qu'elle vit de la part de son enfant. Et même si les deux sont inacceptables, elle ne peut pas la considérer pareille du fait que c'est un enfant. Qu'est-ce qu'on a suggéré à ces parents-là quand ces situations-là arrivaient? Appelle la police, tout simplement. Mais les parents n'ont pas envie de judiciariser leur enfant. Par contre, comme les situations s'aggravent de plus en plus, bien, plusieurs de mon échantillon en sont venus justement à appeler la police. Mais cette violence-là a un impact important sur elles. Certaines m'ont dit qu'elles étaient surprises de sentir en elles une si forte agressivité apparue suite à l'expression incessante de la violence de leur enfant. C'est des mères qui ne se définissent pas comme violentes, mais elles ont eu peur de le devenir à cause de l'ampleur de la violence physique et verbale dont l'enfant fait preuve envers elles et à laquelle elles ont peur de riposter. Certaines ont dit avoir le sentiment de ne plus se reconnaître, de voir le monstre en elles-mêmes. D'autres, au contraire, se sentent très vulnérables quand l'enfant devient violent et ne savent pas comment réagir. Mais ces comportements violents sont porteurs de stigmates pour les parents. Les participantes ont partagé s'être senties tenues responsables des comportements violents et vues comme de mauvais parents. Elles ont aussi dit vivre de la honte parce qu'elles ont été évaluées comme des bons parents. Elles ont le sentiment de vivre un échec dans leur rôle parental. Un constat que j'ai fait par rapport à ce que les parents partageaient sur la violence, c'est qu'ils ont parlé de comportements violents, mais personne ne disait être violenté. Et ça m'a laissé quand même avec beaucoup d'interrogations sur la perception de cette violence par les parents et la définition qu'ils en font. Il y a peu d'écrits scientifiques sur cette réalité de la violence des jeunes envers leurs parents adoptifs. C'est pourquoi moi, je veux continuer à ce sujet dans ma recherche doctorale. Je commence ici avec un proverbe qui dit « Ne juge aucun homme avant d'avoir marché avec ses mocassins durant 2 lunes ». Pourquoi je dis ça? Bien, c'est parce que les participantes ont dit qu'elles auraient aimé que des gens viennent prendre leur place chez eux pour voir comment l'enfant est avec elles au quotidien. Parce que souvent, il ne va pas montrer ses difficultés à l'extérieur. Donc, les participantes ont cogné à d'innombrables portes, ont eu l'impression souvent d'en connaître plus que l'intervenant, particulièrement quand c'était des intervenantes sans enfants. Quand elles ont été face à des intervenants à bout de souffle, qui s'accrochent à des interventions inefficaces, ou bien qui réfèrent à un autre, qui réfèrent à un autre, donc les parents ont eu l'impression d'être un peu comme une boule de ping-pong à s'en aller d'un bord à l'autre, bien, il ne faut pas oublier que dans ces situations-là, quand l'intervenant se sent impuissant, ça augmente la détresse du parent. Les participantes ont dit avoir l'impression de devoir se battre pour les services, de devoir justifier leurs besoins d'aide. Parce que, comme j'ai dit, l'enfant est parfois tranquille à l'extérieur. Il a un handicap qui est souvent invisible. Elles ne se sentent pas crues, surtout quand elles racontent des crises, puis que l'enfant, justement, se comporte très bien à l'école, par exemple. Si le parent raconte une situation à l'école, ils disent « ben voyons donc, ça se peut pas ». Les participantes, certaines ont dit justement qu'elles ont le sentiment que si l'enfant avait un diagnostic, à ce moment-là, elles seraient crues.
Pas pris au sérieux, les mères ont dit c'est souvent ce qui nous arrive. Par contre, elles sont les expertes de leur enfant. Et elles ont souvent à faire face au regard désapprobateur à cause des comportements hors normes de leur enfant. Il y a toujours quelqu'un pour critiquer leur méthode éducative ou leurs interventions, quelqu'un qui sait mieux qu'elles. Les participantes ont toutes dit s'être senties jugées par les intervenants, par leur famille, par leurs amis, et tenues responsables, comme si elles avaient échoué dans leur rôle. Elles se sentent vues comme le mauvais parent. Par exemple, le père qui a appelé la police à cause de la crise dont on a entendu l'extrait tantôt, quand les policiers sont arrivés, ils lui ont demandé « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le mettre en rogne comme ça? » Donc, nécessairement, le policier disait que c'était de la faute aux parents que le fils se soit désorganisé comme ça. Malheureusement, à cause de tout ça, les participantes ont l'impression de ne pas vraiment pouvoir exprimer leurs difficultés, leurs émotions, parce qu'elles ne sont pas entendues. Les intervenantes qu'elles ont le plus appréciées faisaient preuve d'empathie. C'est pourquoi j'ai dit que la qualité la plus importante pour que l'aide apporte un réel soutien est l'empathie, authentique, profonde, et la capacité d'accepter de supporter l'autre quand il se sent inadéquat, impuissant, coupable de ne pas être à la hauteur et profondément souffrant. C'est donc très important que les intervenants puissent être empathiques à ces parents-là, pour que le parent puisse vraiment se dire sans crainte, pour qu'il puisse faire un backwash, qu'on dit, laisser sortir le méchant, vider son sac sans crainte de jugement de la part de l'intervenant et loin de l'enfant, pour que le parent finalement puisse avoir un lieu de sécurité pour lui-même. De la même façon que le parent doit apprendre à devenir le contenant pour son enfant, l'intervenant doit apprendre à être le contenant du parent pour l'aider lui aussi à se réguler. Il devient donc tuteur de résilience. Par contre, être empathique rend l'intervenant plus à risque de développer lui-même un trauma secondaire. Et il ne faut pas oublier que les grosses charges de travail peuvent faire en sorte que les intervenants ont une capacité d'empathie diminuée. Aussi, le fait de ne pas bien connaître les enjeux liés à l'adoption augmente le risque de trauma secondaire autant pour l'intervenant que pour le parent. J'ai donc demandé aux participants, mais quelle aide est-ce que vous auriez souhaité avoir? Elles m'ont dit avoir des ressources compétentes qui connaissent l'attachement, le trauma complexe, la question de l'adoption, les enjeux spécifiques à celle-ci, la santé mentale infantile. Parce que le manque de services spécialisés existants augmente le risque de trauma secondaire. Tenir compte aussi de l'histoire de vie de l'enfant et de son adoption. C'est pas parce qu'il est adopté que son passé traumatique s'efface. L'enfant traîne ce bagage dans sa nouvelle famille et il faut en tenir compte dans l'intervention aussi. Les participantes ont dit souhaiter des services tout au long de l'enfance et de l'adolescence jusqu'à la majorité et dont le répit. Plusieurs ont dit il faut oser prendre du répit et dès le début. Certaines ont dit qu'il faut tenir compte aussi des enjeux spécifiques de la réalité familiale de l'enfant ou des parents et du traumatisme qu'ils vivent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les parents sont traumatisés eux-mêmes. Alors, c'est plus difficile pour eux de mettre en application des plans d'intervention. Et ce n'est pas par manque de volonté. Eux-mêmes sont traumatisés. Elles disent aussi avoir souhaité qu'on leur aurait offert des services d'emblée, dès le départ, pour éviter l'isolement qui s'ensuit quand la famille s'éloigne, justement. Par exemple, ça peut être un système de parrainage-marrainage ou des groupes de pairs. Mais certaines ont dit, c'est pas un endroit où on va pour gratter le bobo. Il faut qu'on sente qu'on peut avancer. Donc, oui, les participantes ont dit sentir vivre un trauma secondaire. Elles ont des problèmes de santé physique, mentale et affective liés à un quotidien avec une personne traumatisée. Mais il m'est apparu au cours de l'analyse que le trauma secondaire à lui seul n'explique pas toute l'expérience particulière du parent adoptif. Parce qu'au-delà du discours, après chaque entretien, je demeurais avec dans les mains une souffrance offerte par chaque participante. Une souffrance dans leur désir profond de vouloir être le parent de leur enfant adoptif et dans l'incapacité qu'elles avaient de faire sens de cette expérience difficile. Et c'est une souffrance profonde qui appartient aux parents et non à l'enfant, comme dans le trauma secondaire. L'autre chose aussi, c'est la violence, qui a un impact majeur sur leur vie personnelle et familiale et sur leur capacité d'être le parent de l'enfant. Surprenamment, toutes se sentent malgré tout le parent de l'enfant. Mais elles ont dit ressentir des émotions qui sont difficiles
tellement difficile que quotidiennement, ça ébranle leur sentiment de filiation. Ce que Pagé, qui vient de vous parler, définit comme les représentations internes du parent, de comment il se perçoit, il s'identifie, comment il se définit en tant que parent de son enfant. Le lien de filiation s'en trouve donc atteint. Il s'établit dans la souffrance, dans la violence et demeure fragile. C'est pourquoi j'ai développé un nouveau concept pour représenter ce que les participantes exprimaient, que j'ai appelé le trauma de filiation. Je pourrais vous le décrire un peu comme une danse entre un enfant et son parent. L'enfant porte sur son dos un sac de 50 livres et les deux essayent de danser ensemble. Donc, on comprend tout de suite que l'enfant est déséquilibré par le poids de son sac. Le parent peut s'avancer pour essayer de le retenir pile sur son pied. L'enfant crie. Donc, c'est pas difficile de comprendre comment la danse devient rapidement disharmonieuse. Mais c'est important de dire que le trauma de filiation ne remet pas en cause le sentiment de filiation, celui d'être le parent de l'enfant. Mais bien que ce lien, quotidiennement, est souffrant d'une façon telle que le parent n'arrive plus à l'assumer. Donc, j'ai tenté avec une figure comme une roue de vous représenter ce que c'était que le trauma de filiation avec tous les engrenages qui en font partie. Toutes les roues tournent et s'inter-influencent, mais il faut savoir que dans la réalité, elles ne tournent pas nécessairement à la même intensité ou ne prennent pas la même place. Et que certaines peuvent être plus petites, plus grosses selon la situation. Mais pour simplifier l'explication, je les ai mis toutes égales. Donc, d'abord, le sentiment de filiation est mis à mal. Hein, le fait de se sentir le parent de cet enfant-là. Parce que le sentiment de légitimité est mis à l'épreuve. Le parent ne reçoit pas la gratification d'être reconnu comme son parent par l'enfant qui le rejette tout le temps. Et il n'y a pas non plus le sentiment d'être important pour l'enfant. Aussi, il y a la difficulté de se reconnaître dans son enfant parce que ses comportements ne correspondent pas à ses attentes. Ce sont des comportements qui sont vraiment difficiles et hors normes, qui peuvent être violents, et c'est inacceptable pour les parents. Ils vivent aussi des émotions fortes qui sont calquées sur celles de l'enfant. Par contre, si l'enfant ne se reconnaît plus lui-même, comment pourra-t-il se reconnaître dans son enfant? Les deuils maintenant. Il y a le deuil de l'enfant rêvé, avec son handicap invisible, son handicap affectif, relationnel. Mais il y a aussi le deuil du parent qu'elles ont rêvé d'être. C'est pas comme ça qu'elles s'étaient imaginées être comme parents. Il y a le deuil de la famille rêvée et de l'avenir rêvé. Le problème de santé physique, mentale et affective, j'en ai parlé. Les impacts financiers sur le temps, le travail, le couple, la famille, le réseau, j'en ai parlé. Pour le sentiment d'être jugé et tenu responsable de la situation, les participantes ont dit s'être senties jugées par l'école, les intervenants, la famille, par l'enfant lui-même, parce que tous lui reflètent qu'il est un mauvais parent. Au niveau de la légitimité sociale, les participantes ont dit avoir été évaluées sous toutes leurs coutures et reconnues comme des bons parents. Et malgré ça, ça ne fonctionne pas. Donc, elles ont le sentiment de vivre un grand échec. Elles se sentent tenues responsables, mais on oublie en fait souvent qu'elles sont elles-mêmes traumatisées. Enfin, c'est Hughes et Bailey, les premiers qui ont parlé du block care. Pour eux, un enfant qui a été blessé va développer ce qu'ils ont appelé le block trust. Il a donc du mal à faire confiance et à s'engager dans une relation avec son nouveau parent. Par contre, le sentiment de filiation se développe dans la réciprocité. Alors, cette absence de réciprocité-là va entraîner le block care du parent. Sa capacité à offrir des soins empreints d'affection et d'empathie à leur enfant devient réduite. Et surtout parce qu'ils vivent constamment le rejet de leurs soins physiques et affectifs par cet enfant-là. Il peut se mettre à avoir une image négative de l'enfant et ça devient dur de se sentir son parent à ce moment-là. Pour les auteurs, c'est un état qui devient chronique. Par contre, pour les participantes, ça ne semblait pas le cas. Plusieurs ont dit, il y a des journées où je me sens disponible et capable de bien réagir, mais d'autres où c'est plus difficile de se faire rejeter ou violenter. Mais rappelons-nous qu'elles sont des mères et non des intervenantes. Toute cette situation-là va créer une ambivalence affective parce que ça devient difficile de demeurer au diapason avec l'enfant qui refuse d'entrer dans la danse relationnelle avec elle. Pourtant, elles veulent se sentir sécurisantes pour l'enfant, même s'il présente des comportements excessivement difficiles et violents.
Face à tout ça, j'en suis venue à déterminer des recommandations au niveau de la préparation. Les participantes ont dit « J'aurais aimé qu'on me dise les vraies affaires. J'aurais souhaité entendre des témoignages qui présentent les difficultés réelles qui peuvent arriver, pas juste des belles histoires roses d'adoption. » Il faudrait aussi développer des outils pour que les parents puissent connaître leur réponse au stress, pour y réagir rapidement et éviter que le niveau d'intensité devienne trop élevé. Développer aussi des outils pour permettre aux parents de développer leur capacité de mentalisation, leur capacité de se mettre à la place de l'autre pour tenter de comprendre avec empathie ce que son enfant vit, ce qu'il dit par ses comportements et pour pouvoir lui rester sensible. Par exemple, ça serait important que le parent puisse développer ça pour pouvoir comprendre que l'enfant, il les cherche pas quand il s'oppose à eux. Mais le plus important, il faut former les parents pour bien réagir face à la violence de l'enfant dès son apparition pour éviter l'escalade. Avec la DPJ, je sais qu'ils se donnent la formation Oméga, par exemple, mais elle devrait d'emblée être donnée aussi aux ressources qui s'occupent de ces enfants-là. Il y a aussi des techniques de communication non violente. C'est très important de pouvoir former les gens à ce sujet. Donc, en conclusion, le trauma secondaire à lui seul n'explique pas toutes les difficultés des parents adoptifs banque mixte de ma recherche. Il ne faut pas oublier les éléments centraux de l'expérience des participantes, ces mères adoptives, que sont la souffrance intense, quotidienne, constante. Les enfants souffrent, mais les parents souffrent aussi. Et la violence de la part des enfants sur laquelle on doit poursuivre la recherche. C'est très difficile de développer un lien parental avec un enfant quand la souffrance et la violence sont toujours présents. Ça engendre des répercussions aussi sur leur identité comme parents. C'est difficile de faire sens de cette expérience parentale. Ils vivent donc ce que j'ai appelé un trauma de filiation. Enfin, la question de l'aide est centrale dans ce qui devra être amélioré, car les parents rapportent n'avoir pas obtenu l'aide dont ils avaient besoin, même si c'était bien pour une certaine période, à certains moments. Il faut former les intervenants à une réelle empathie et offrir des services pour toute la durée du parcours de l'enfance et de l'adolescence du jeune adopté par l'entremise de la DPJ, pour éviter les traumas, autant pour les enfants que pour les parents, pour éviter les placements et offrir une meilleure stabilité aux jeunes et surtout pour éviter les ruptures d'adoption. Voilà.